Laissez-moi employer une image. Vous êtes sur une voie ferrée, et il y a un train qui vient. Vous êtes attaché à une voie ferrée, et il y a un train qui vient. Ce train va trop vite. Derrière vous, il y a une courbe, et s'il prend la courbe à cette vitesse-là, il va dérailler. Le problème, c'est que la courbe, elle est derrière vous. Vous êtes attaché devant. Et comme il n'y a plus de frein, le train va vous rouler dessus. Donc, la question, c'est où est-ce qu'est la courbe qui peut faire dérailler ce système? Parce qu'effectivement, un système qui, à ce point, se déconnecte du réel, finira par dérailler. C'est-à-dire que ces oligarchies, un de leurs problèmes, effectivement, c'est que lorsqu'il faut gérer les réalités, elles ne peuvent pas du tout se reposer sur la dynamique spontanée du système qu'elles animent. Vous êtes le patron d'une société du nucléaire. Vous savez que vos actionnaires valorisent leurs actions sur un horizon. On va être dans un monde idéal, on imagine que le capitalisme n'est pas devenu complètement fou. On va dire sur 20 ans. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais même comme ça, vous allez voir. Sur 20 ans. Bon. Donc il s'agit de maximiser les flux de trésorerie sur 20 ans. Vous avez une solution technique. Elle est très bien, elle permet de faire tourner des centrales nombreuses, pas chères à construire, efficaces. Petit problème, elle fabrique énormément de déchets. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire de ces déchets. Mais il y a un type qui vous dit « Ah mais attendez, si on les enfouit à telle profondeur et de telle façon, ça nous laisse 75 ans pour régler le problème. » Ok. Bon, on fait les centrales, on maximise le rendement sur 20 ans, on enterre les déchets, on verra bien dans 75 ans. Pour l'instant, c'est pas intégré dans la valeur de l'action. La catastrophe écologique dans 75 ans, c'est en dehors de l'horizon de prise en compte des flux de trésorerie prévisionnels, on vous le fait. Et effectivement, un des problèmes de l'oligarchie actuelle, vous avez tout à fait raison, c'est que si elle veut gérer ce genre de problème, elle ne peut pas le faire dans le cadre du système qu'elle a elle-même promu, puisqu'il ne les gère pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de conscience dans le cerveau global des marchés financiers. C'est un programme. C'est pas un cerveau, en fait, c'est un programme. On dit un cerveau pour simplifier, en fait, c'est un programme. Cela dit, c'est un point faible pour cette oligarchie, mais malheureusement, à court terme, ça risque d'être beaucoup plus notre problème que le sien, parce que ça veut dire que le train, il va continuer. Ça veut dire que cette oligarchie peut déployer son affaire en totale irresponsabilité. Il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord du système qui peut se mettre à clignoter et qui va alerter beaucoup d'acteurs en même temps du fait que là, il ne faut pas y aller. Donc, vous voyez, je dis ça, là, j'essaye de vous donner des pistes de réflexion. C'est à la fois un point faible du point de vue de l'oligarchie, mais en même temps, c'est une chance. C'est-à-dire que dans la mesure où ils arrivent à garder la maîtrise de ce programme, ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais sur la négligence du facteur humain. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, est-ce que les peuples vont se révolter? Moi, j'étais dans la logique de l'analyse du système en lui-même. Vous voulez savoir, est-ce que les peuples vont se révolter? Peut-être pas seulement les peuples, mais enfin, on voit des connexions, des révoltes ponctuelles à un endroit qui provoquent d'autres à d'autres endroits qui ne sont pas prévisibles par le système. Enfin, peu prévisible. C'est l'effet papillon. Qui peut engendrer d'autres choses non prévisibles. Comme le peuple chinois qu'on imagine soumis et obéissant, qui peut peut-être... enfin, c'est l'incertitude. Oui, il y a toujours un facteur d'incertitude. Bon, comme je vous disais, moi, l'idée d'une révolte, en tout cas en Europe, je n'y crois pas. C'est des peuples vieux. Et puis le
prête à y faire face. Et oui, elle est prête à y faire face. Bah, elle utilise le laboratoire grec pour l'instant. Hein, je vois ça, c'est presque ça me fait rire d'une certaine façon, si vous voulez, parce que par moments, j'ai presque l'impression d'avoir un espèce de film de science-fiction sous les yeux. Où vraiment, bon, bah voilà, on a fait un laboratoire et puis on regarde. Puis on montre aux autres en même temps. Pour dire, attendez, vous avez vu comment ça se passe. Non, en Europe, je n'y crois pas. Après, ce qui peut se passer, effectivement, c'est qu'ailleurs dans le monde, le problème se pose en termes différents. Je pense que dans ce qu'il est convenu d'appeler le tiers-monde, comme si c'était quelque chose d'homogène, bon, c'est pas homogène du tout, disons en dehors du monde occidental, effectivement, là, ils peuvent avoir des surprises. C'est des peuples jeunes, donc déjà, ils ont la psychologie qu'il faut pour se révolter. Pour se révolter, il faut se projeter vers l'avenir, il faut refuser un héritage. Une population française où la moitié de la population a plus de 40, je crois que c'est 42 ans maintenant, ou quelque chose comme ça. En Allemagne, c'est même 45 ans. Donc, en Europe, non. Après, dans d'autres pays, dans d'autres peuples, c'est possible. Et puis surtout, un des gros problèmes que va avoir, à mon avis, la classe dirigeante, enfin les classes dirigeantes globales, c'est que leur affaire là d'homogénéiser les niveaux de développement, d'homogénéiser une sorte de classe moyenne au rabais de 2 milliards de personnes à l'échelle globale, avec en dessous un prolétariat qui sera en fait un précariat d'ailleurs de 6 milliards de personnes, enfin ça dépend, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Un des gros problèmes qu'ils vont avoir, c'est que c'est pas évident d'y aller. D'abord, c'est pas évident parce que la seule porte de sortie qu'ils ont, c'est la virtualisation. Or, cette porte de sortie joue plutôt en faveur des peuples aujourd'hui riches. Si vous avez une augmentation de 50% ou de 100% des prix de l'énergie, par exemple, sur votre facture de téléphone portable, sur votre facture Internet, ça ne joue pas beaucoup. Hein. Ça va jouer essentiellement sur, évidemment, le coût du kilomètre parcouru dans votre véhicule, mais aussi sur la nourriture, sur les choses de première nécessité, les choses matérielles. Et c'est sûr que ça, c'est embêtant du point de vue de l'oligarchie. En fait, la crise telle qu'elle se présente actuellement, ils n'ont pas réussi à casser les peuples occidentaux assez vite. Puis il y en a qui n'ont pas. Il y a aussi des oligarchies locales qui n'ont pas joué le jeu. Les Allemands, par exemple, n'ont pas vraiment joué le jeu. Ils ne sont pas désindustrialisés. Ils discutent avec les Russes. Donc ça veut dire qu'une partie de l'ajustement risque bel et bien de retomber sur les peuples dominés actuels, sur les peuples pauvres. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un monde où les riches, c'est-à-dire nous, hein, on est riches en fait, évidemment, par rapport aux gens de l'oligarchie, on est des pauvres, on est des miséreux, mais dans l'absolu sur la planète, on est des riches. Par rapport à un monde où finalement les riches, comme ça, tomberaient, et où les pauvres monteraient, un des problèmes qu'ils vont avoir, c'est que les pauvres risquent de tomber. Et là, effectivement, je suis d'accord, il y a un facteur humain que l'oligarchie peut avoir du mal à intégrer. Mais à mon avis, ça ne se passe pas chez nous. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Amérique latine, ça se passe en Inde et en Chine. J'en sais pas plus parce que je ne crois pas à ce qu'on nous dit. Il faut savoir une chose aujourd'hui, vraiment, ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe à l'étranger, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, et plus c'est un étranger lointain, plus on vous raconte n'importe quoi. Récemment, j'ai un ami qui revient des États-Unis. Il m'a décrit ce qui se passe en réalité dans les États du Sud.
Ah mais c'est la tiers-mondisation, là. Là, ça ne rigole pas du tout. Après, vous avez des gens qui viennent à la télévision vous expliquer que les statistiques américaines sont bonnes. Et c'est extraordinaire. Je veux dire, ou bien mon pote a des hallucinations, ou bien, mais vraiment, entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, il y a un décalage extraordinaire. Parce que lui, ce qu'il m'a décrit, c'est une catastrophe. Ça fait penser au témoignage sur la Grande Dépression. Hein. C'est tout à fait du même ordre. Alors, ça, c'est pour les États-Unis. Donc, c'est pour un pays où le mensonge est quand même assez difficile par rapport aux Européens, parce que les Européens vont aux États-Unis, parce qu'ils connaissent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en reviennent, ça bouge. Et puis on peut comprendre, mais c'est pas tout à fait la même culture, mais enfin c'est une culture cousine, on comprend. Vous imaginez la fiabilité de ce qu'on peut nous raconter sur le monde musulman. Donc j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'ils peuvent avoir dans ces mondes-là des révoltes. Mais je suis incapable, personnellement, peut-être qu'il y a des gens ici qui sauraient faire, moi je suis incapable de vous dire si elles vont avoir lieu, dans quelle mesure elles peuvent échapper à la manipulation par les pouvoirs oligarchiques. Il faut voir que dans la plupart des pays dominés, la corruption est bon marché. Hein. Un président africain, c'est pas très cher. Vous avez une révolte dans un pays africain, on change de président, bah vous achetez le nouveau président. Oui, oui, certainement, le facteur humain peut leur causer des surprises. Mais à mon avis, je ne crois pas, si vous voulez, que l'histoire peut dérailler de cette façon-là. Moi, je crois que le facteur humain qui peut le plus poser des problèmes à l'oligarchie, c'est le facteur humain au sein de l'oligarchie, en fait. Une montée de conscience Montée de conscience, oui, peut-être, mais surtout des appétits rivaux. Je pense que leur plus gros problème, ça va être de se coordonner, en fait. Manifestement, les anglo-saxons, je parle là des classes dirigeantes du monde anglo-saxon, vont devoir revoir leur copie, fortement à la baisse. Quand on lit bien Huntington ou Brzezinski, on a affaire à des gens qui nous expliquent que les États-Unis ont dominé le monde au XXe siècle, et il faut que ça continue au XXIe siècle. Bon, il va falloir qu'ils expliquent ça aux Chinois, il va falloir qu'ils expliquent ça aux Russes. Alors ici, en Europe, bon, ils peuvent peut-être encore y arriver. En France, bon. Ok, d'accord. Enfin, moi, honnêtement, quand j'entends des gens m'expliquer que le sens de l'histoire au XXIe siècle, c'est la France contre l'Empire, je me dis, il faut leur laisser leurs illusions. Ça peut être un peu plus compliqué avec les Allemands, mais ils y arriveront aussi. Bon. Les Allemands ne sont embêtants pour les Anglo-Saxons que dans la mesure où il y a les Russes derrière. Mais enfin, tout de même, bon, il va falloir qu'ils aillent expliquer que le XXIe siècle doit être américain, à Moscou, à Pékin, et un peu partout dans le monde. Et à Caracas. Oui, à Caracas aussi, c'est courageux. Hein. C'est courageux. Et cette idée de couple franco-allemand qui est développée à l'heure actuelle. D'abord, Pas joli, hein. C'est comique. Il ne faut pas qu'ils aient d'enfants. C'est ça, mais... Mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Non, c'est comique. Moi, je trouve ça comique. Là, ce qui se passe en réalité en Europe, c'est que, si vous voulez, l'Allemagne est en train
d'avouer, et de s'avouer elle-même d'ailleurs, peut-être d'une certaine façon, qu'elle va finir en fait par fabriquer le quatrième Reich. C'est temporaire, parce qu'à cause de leur pyramide démographique, il ne faut pas exagérer non plus, mais temporairement ça va être le cas. Donc déjà, il n'y a pas de couple franco-allemand parce qu'ils ne s'entendent pas en fait. Il n'y a pas de couple franco-allemand parce que tout simplement, s'il y a encore une unité de la volonté, c'est parce qu'à chaque fois que Merkel dit quelque chose, Sarkozy finit par dire d'accord. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux Allemands. Pour moi, il y a une grande différence entre ce qui se passe avec les Allemands et ce qui se passe avec les Anglo-Saxons. Et je veux dire, les Anglo-Saxons, on va dire ça comme ça, les Anglo-Saxons, c'est du vol. C'est du vol. Je veux dire, ils ont planté l'économie occidentale, ils ont planté, en fait, indirectement, c'est eux qui ont planté les banques françaises, indirectement, mais c'est quand même eux, ils ont planté les fonds de pension allemands à plus savoir qu'en faire, avec une espèce de truanderie financière érigée presque au niveau de la perfection mathématique. C'est n'importe quoi et c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ils n'ont pas respecté les règles du jeu qu'ils promouvaient eux-mêmes. Vous me direz, c'est pas la première fois, mais enfin, quand même, on a le droit d'être scandalisé en quelque sorte. Alors que les Allemands, c'est pas pareil, parce que eux, ils ont respecté les règles du jeu qu'ils avaient promues, que d'ailleurs nous avons promu avec eux, puisque les classes dirigeantes françaises ont réussi l'exploit extraordinaire de fabriquer eux-mêmes l'Europe allemande. Donc c'est pas pareil, on ne peut pas être scandalisé. Simplement, ils ont gagné à un jeu où on n'avait qu'au-déterminer les règles. C'est pas comme les Anglo-Saxons. On ne peut pas être scandalisé, sauf par l'incroyable stupidité de notre classe dirigeante, qui a réussi l'exploit de promouvoir l'euro, alors que les Allemands avaient déjà lancé les réformes qui allaient déboucher sur le social-libéralisme, la réforme Hartz IV, etc. C'est vrai qu'au départ, quand on lance l'euro, on ne sait pas encore qu'ils vont prendre cette voie-là. Mais quand il est mis en place, je crois que c'était en 2001, si ma mémoire est bonne, ça fait déjà plusieurs années que ces réformes sont passées en Allemagne. Donc la constitution d'un mercantilisme allemand, quand nos classes dirigeantes ont mis en place l'euro, elles le connaissaient très bien. C'est un chef-d'œuvre. Non mais je veux dire, bon. Et là, bon, il faut quand même bien dire que vraiment, on a des nuls, quoi. C'est-à-dire que toutes les oligarchies actuellement dans le monde sont dépassées par les événements, en réalité. Toutes vont travailler à sauver leur pouvoir, et ça risque de se faire sur le dos des peuples, mais en plus, les nôtres, ils sont mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont perdre par rapport aux autres oligarchies, ce qui fait que on va encore plus perdre que les autres, malheureusement. Bon. Et est-ce que le système ne risque pas de s'effondrer de lui-même, tout simplement, quoi? Est-ce que le coup de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire de cette espèce de retour de... Tu parlais d'un monde virtuel tout à l'heure. On est en plein dans un monde virtuel, et c'est vrai que la sensation que j'ai en écoutant ce que tu dis, c'est que de toute façon, ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants de tout ce qui est en train de se produire, et que, à condition de je ne sais pas, peut-être pas grand-chose, ça peut se retourner tout simplement contre ce système et qu'il s'effondre d'un seul coup, et que là, nous nous retrouvions, par contre, dans une situation beaucoup plus, j'ai envie de dire, chaotique, c'est-à-dire avec plus de repères nulle part, plus de... Bien sûr. Mais en fait, l'espoir, il est là. Oui. Oui, l'espoir est là, on est bien d'accord. Mais en même temps, comment dire,
comment organiser ce chaos C'est maintenant. à venir. Comment faire en sorte que C'est maintenant qu'il faut s'organiser. qu'il soit tourné vers l'être humain surtout quoi. Qu'il soit tourné vers, j'ai envie de dire, l'appartenance à un tout, voilà, on est sur une planète, on doit comment dire, faire en sorte qu'elle continue à nous nourrir, à nourrir nos enfants, et c'est ça l'important. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que ça. Donc pour moi, j'ai envie de dire, le système de toute façon, la sensation que j'ai, c'est qu'il va finir par s'écrouler de lui-même. La sensation que j'ai, c'est qu'il est en train de vivre ses derniers soubresauts. Voilà. Et que ces gens-là font tout pour essayer de rattraper le truc, mais ils ne vont pas y arriver. Enfin, c'est la sensation personnelle que j'ai. Alors, je sais pas si tu vas dans ce sens-là, mais... En fait, je sais pas. Mais effectivement, c'est là que se trouve l'espoir. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout donc, à la révolte des peuples. Je pense que si l'oligarchie arrive à gérer l'effondrement du système matériel, en quelque sorte, qui sera quand même un effondrement partiel, hein, a priori, parce qu'on n'a pas de gramme d'innovation technologique prévisible qui permette vraiment, a priori, de sortir de l'économie pétrole dans de bonnes conditions, mais on a quand même des innovations possibles pour gérer bien la sobriété. Bon. Si elle arrive à le gérer correctement, je pense qu'elle maintiendra son pouvoir, et en fait je pense que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est se mettre en situation de faire survivre ce qui fait que nous ne sommes pas du bétail, très profond, bien enterré, puis attendre. Mais il y a un autre scénario qui est à la fois terrible, mais en même temps, d'une certaine façon, plus intéressant, meilleur, et qui est que, effectivement, l'oligarchie, pour tout un tas de raisons, dont celle qu'on a évoquée tout à l'heure, le facteur humain, perd le contrôle, complètement. Alors, ça peut être épouvantable, hein, c'est-à-dire qu'il faut être clair, il y a des scénarios où, dans 2 mois, on peut avoir traversé littéralement l'apocalypse, hein, il faut en avoir conscience. Il suffit que les Israéliens décident que, bon, bah, ils vont bombarder l'Iran. Ça y est, je crois que c'est d'actualité depuis ce matin, je crois. Ça y est Oui, enfin... c'est le 8 novembre, le rapport de l'AIEA. Ah oui, bon, ben c'est demain, quoi. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est demain. C'est tout à l'heure, même. Eux, ils sont encore plus drôles que le couple franco-allemand, mais dans un autre genre, là, c'est de l'humour noir. Ils font ça. S'ils le font bien, peut-être que... ça va faire du mouvement, mais ça va, ça restera géré, mais un des scénarios possibles, c'est que ça échappe au contrôle. Alors là, vous avez rupture des approvisionnements en hydrocarbures sur l'ensemble du Proche-Orient. Bon, ça va vite, hein. 1973, il n'y avait probablement pas vraiment de choc pétrolier. Disons que ça a été en partie planifié probablement par les compagnies pétrolières Mais elles-mêmes. ça a été ni plus ni moins le démarrage de ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon à l'oligarchie de se détacher de l'ensemble et de petit à petit en arriver à cet extrémisme maintenant qui effectivement, comme tu dis, a mis très très longtemps à arriver. Mais à mon avis, c'est maintenant, ça se passe maintenant. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas en train de dire que tu as tort. Il est très possible que tu aies raison. On va voir. Mais ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite. Il suffit, voilà, les Israéliens, je sais pas, manifestement là-bas, il y en a qui... non, mais ils ont vraiment l'air de... Enfin, je veux dire... je suis un peu... J'ai regardé un petit peu ce que disent les rabbins extrémistes ou leurs pendants pseudo-chrétiens nord-américains type tel évangéliste en transe.
Bon, enfin là, on est clairement sorti du domaine de la raison, on est chez des malades mentaux. Il va savoir, ils vont peut-être tirer un missile avec une charge nucléaire ou je sais pas quoi. Et là, effectivement, il y a plus. À mon avis, s'il y a plus de pétrole qui arrive du Moyen-Orient pendant 2 mois, mais vraiment, pas comme en 73, où il n'y a jamais eu en 73 en fait de menaces sérieuses de rupture d'approvisionnement. Si ça arrive vraiment, à mon avis, en 2 mois, tout est par terre. Ça va très très vite. Très très vite, parce que toute l'économie est en flux tendu. Oh oui. Dans le contexte actuel, 2 mois, ça y est, c'est par terre. Et là, effectivement, ils peuvent totalement perdre le contrôle, ça peut être le chaos absolu. Un chaos qu'ils n'arriveraient plus à modéliser, c'est possible. Et ce qui est redoutable, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de toutes ces armes cachées qu'on ne connaît pas obligatoirement, qui sont des armes que n'importe quel fou peut déverser à n'importe quel moment. Ça, c'est de pas tenir, de pas être, pas acteur de cette chose-là. Ça, c'est horrible. C'est d'être simplement un mouton. Mais c'est pour ça que j'ai commencé ma conférence par une introduction que j'ai voulu un peu humoristique, c'est que dire la réalité aujourd'hui, c'est s'exposer à une situation impensable. Mais en même temps, je pense qu'il faut la dire. Voilà. Non mais on va voir. De toute façon, il y a au moins dans notre situation, il y a au moins quelque chose de positif. À mon avis, sur la question de savoir si ça va partir en vrille totalement, on va le savoir assez vite. Je pense que s'ils arrivent à restabiliser les choses dans les 3-4 ans qui viennent, là ensuite on est reparti pour une période de 10-12 ans de dégradation lente. Parce que logiquement, si les Américains veulent y aller, pour dire les choses simplement, c'est maintenant. Dans 15 ans, ils n'auront pas les moyens. Donc si après ça peut repartir, mais de l'autre côté. Voilà. Donc on va voir. Vous pensez qu'on se dirige toujours vers quelque chose qui se rapproche d'Eurocalypse? Vous l'avez écrit, non, ou pas? J'ai co-écrit Eurocalypse. Ça, vous l'avez oublié parce que ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait, la crise, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore sur ce schéma, si jamais... Alors d'abord je vais résumer un peu Eurocalypse parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu, donc il faut savoir de quoi on parle. Eurocalypse, c'est un roman qu'on s'était amusé à faire avec 4 camarades en 2006. Je vous fais le pitch. Donc c'est un roman d'anticipation. Alors on avait situé ça en 2000, l'action commence en 2038. Mais c'est pas une date, de prévisionnelle. En fait, c'est une date symbolique. C'est parce qu'on voulait qu'un des épisodes se passe en 2040, parce que 40, c'est le chiffre du pèlerinage. Parce que le bouquin est truffé de références, en fait, à la numérologie biblique. Voilà. Donc, ça se passe dans un avenir pas très lointain. Voilà. Donc le pitch, alors c'est une société qui a émergé à la suite d'une grande crise que nous situions à l'époque au début des années 2010. Voilà. Ça va. Cette grande crise correspondait à un effondrement financier. Cet effondrement financier renvoyait lui-même à des problèmes écologiques et énergétiques. Le système qui s'est mis en place à la suite de cette crise, c'est le pouvoir des corporations, au sens américain du terme, corporate. Donc, il y a 3 grands blocs dans le monde. L'Union panaméricaine, qui a remplacé les États-Unis ont disparu. Il y a eu une fusion entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et c'est le bloc, en fait, à la fois le plus riche et en même temps le plus fragile.
Il est très fragile parce que ces structures sociales sont vraiment très artificielles. Et d'ailleurs, c'est de lui en fait que va partir la catastrophe qui donne son nom à Eurocalypse. C'est pas Eurocalypse au sens de c'est la fin de l'Europe, c'est Eurocalypse au sens de c'est l'apocalypse, enfin une forme d'apocalypse vue de l'Europe. Il y a un autre bloc qui s'est constitué progressivement par une sorte de glissement, c'est l'Union euro-corporative. Alors c'est l'ancienne Union européenne qui s'est en partie fusionnée avec la Russie et les satellites de la Russie, mais pas totalement. Et en fait, cette Union euro-corporative existe parce qu'elle est de l'intérieur manipulée et verrouillée par l'Union panaméricaine qui utilise l'Union euro-corporative occidentale pour verrouiller la Russie. On n'a rien inventé, hein, on avait lu le grand échiquier. Et il y a un troisième bloc qui s'appelle la sinosphère. Donc là, en gros, c'est l'actuelle Chine plus ses satellites. Ces trois systèmes fonctionnent à peu près de la même façon. Ce qui les caractérise, c'est qu'on a fabriqué une société en fait à officiellement 2 vitesses et en fait 3. Officiellement 2 vitesses parce que officiellement il y a d'un côté ce que l'on appelle les extrazones, qui sont des territoires où on peut résider quand on est pauvre. De l'autre, des territoires qu'on appelle les intrazones. Et il y a un permis, il faut acheter un permis, il faut avoir de l'argent pour pouvoir habiter dans les intrazones. Et quelle est la différence entre les intrazones et les extrazones? En gros, c'est très simple, dans les intrazones, il y a une police. Dans les extrazones, c'est les truands qui font la police. Bon. Et c'est un système qui s'est mis en place, alors c'est expliqué dans le courant du bouquin, tout simplement parce qu'à un certain moment, pour pouvoir gérer la situation qui était créée au niveau global, les classes dirigeantes ont été obligées en quelque sorte de féodaliser tous azimuts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État. Ils sont ruinés. Tous les États sont ruinés. Donc on féodalise par le haut, dans les intrazones, qui sont en fait confiées à des entreprises qui les gèrent, et par le bas, dans les extrazones, où en fait on délègue l'ordre aux mafias. Quand on regarde d'ailleurs le Brésil aujourd'hui, on n'en est pas loin. Et puis il y a un troisième type de zone, mais il n'existe pas officiellement. Il n'est pas reconnu comme tel. Les gens en parlent entre eux, mais il n'est pas en quelque sorte cartographié. C'est ce qu'on appelle les hyperzones. C'est les endroits très 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 chers, où là il y a l'hyperclasse en fait. Mais une toute petite hyperclasse. Hein. Quelques centaines de milliers de personnes, pas plus à l'échelle du monde. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, les oligarchies américaines, européennes et chinoises ont plus ou moins réussi à s'entendre. On va se rendre compte dans le fil du bouquin qu'ils se sont entendus, mais surtout par des malentendus soigneusement préservés. Et ils ont comme ça réussi à restabiliser les choses après une première crise qui a eu lieu au début des années 2010. Et puis plus tard, on ne sait pas quand, donc 2040, c'est un futur proche, quoi. Parce qu'on est vraiment arrivé là au bout des capacités d'adaptation, des capacités d'ajustement, parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y en a plus du tout, quoi. C'est même pas qu'il est plus cher, c'est qu'il n'y en a presque plus, quoi. On est arrivé au bout, on est au fond du puits, là. Et puis, il n'y a plus d'uranium. C'est même pas qu'il est plus cher, c'est qu'il n'y en a plus. Mais c'est vraiment, on arrive au bout, quoi. Et bien là, ça s'écroule. Ça s'écroule pour de bon. Et alors, bon, il y a toute une histoire symbolique, on s'est amusé un petit peu dans le roman à faire des métonymies, si vous voulez, c'est-à-dire, on donne l'impression de parler d'une chose, mais en fait, on parle d'une autre. Bon. C'est de la fiction, hein, donc c'est l'occasion de s'amuser. Et puis il y a effectivement un petit groupe de gens qui, par hasard, en fait, à l'occasion d'une intrigue, d'une enquête policière, il y a un flic qui, par hasard, à la suite d'un bug, en fait, dans
dans la façon dont fonctionne une multinationale, va découvrir que les classes dirigeantes sont en train de préparer, pour arriver à continuer à tenir le truc, de nouvelles méthodes de conditionnement des populations. Où là, on passe carrément sur, alors on est dans la science-fiction, hein, on s'est fait plaisir, on s'est amusé, sur des techniques de mind control, où on plante dans le cerveau des gens ce qu'on veut leur faire penser. Ça fait un peu penser au film Inception, d'ailleurs, ce qu'on avait fait à l'époque. Quand on a vu Inception, après on s'est dit, tiens, ben, ça ressemble un peu. Alors il y a un flic qui va se rendre compte de ça par hasard, à la suite d'un meurtre sur lequel on lui demande d'enquêter. Et il y a un petit groupe qui va se constituer, et les mecs vont commencer à s'organiser. Bon, ben, on voit où on va, d'accord, donc on va s'organiser. Parce qu'ils le savent. Ils le savent avant les autres. Et effectivement, quand le chaos survient, d'abord, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Bon, déjà c'est appréciable, ils ne meurent pas. C'est appréciable. Hein. Et puis surtout, parce qu'ils se sont organisés avant, parce qu'ils n'ont pas fait trop d'erreurs dans la façon de s'organiser, parce qu'ils n'ont pas relevé la tête trop tôt, parce qu'ils ont attendu le bon moment pour refaire surface, ils font partie des forces qui modèlent le futur après l'effondrement. Oui, ils ne le modèlent pas tout seuls. Ça s'écroule, mais vous savez, je veux dire, il y a des gens qui fantasment sur le grand écroulement, sur le grand effondrement, et puis après ça sera la parousie. Ça va être miraculeux, l'humanité va être réconciliée avec elle-même parce qu'elle aura appris. L'humanité, elle n'aura rien appris du tout. L'humanité, vous savez, Céline disait, l'homme il est humain comme la poule vole. La poule, elle se fait cogner, elle monte. Puis après elle retombe. Voilà. L'homme, de temps en temps, il se fait cogner par le réel, alors il devient humain. Parce que l'homme, il n'est pas humain naturellement. C'est la particularité de notre espèce. Naturellement, on n'est jamais que des singes sans poil. Hein. On s'est développé par-dessus. Un projet, l'humanité c'est un projet. Mais ce projet, en temps normal, on ne le porte pas, on n'est jamais que des singes, en fait. Des singes un peu améliorés, disons. Et encore, je ne suis pas sûr. Donc l'humanité, elle va se faire cogner, elle va monter. Alors effectivement, ceux qui vont bien réagir, qui se seront bien préparés, qui vont bien réagir, ils vont monter. Mais après, ils retomberont. Hein. Et ça sera la même merde avant, après, c'est la nature humaine. Ça avance très lentement. L'humanité, elle gagne en sagesse très lentement. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait deux pas en avant, après elle fait un pas en arrière. Mais bon, les mecs, ils se sont bien organisés, ça s'est écroulé, ça a fait très mal, mais eux, ils ont survécu, et ils peuvent s'asseoir. Et ma foi, il faut en sorte que on fait qu'un demi-pas en arrière. Voilà. Le pitch, en gros, c'est ça. Alors, maintenant, est-ce que je suis toujours dans cette perspective? Ben, oui. Mais là, ce n'était pas le sujet de la conférence. Le sujet de la conférence, c'était crise, à quoi peut-on s'attendre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était pas, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face? Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, moi, je continue à être dans la même perspective. C'est-à-dire, je pense que on n'empêchera pas la catastrophe. Non, non. Ce que je ne sais pas, c'est si ça sera une catastrophe chaude et courte ou une catastrophe froide et longue. De toute façon, elle va avoir lieu. Je veux dire, 2 plus 2, ça fait 4. Quand on a un système financier appuyé sur une immense pyramide de dettes irrecouvrable, ça c'est cool. Quand on a une économie du pétrole et que, apparemment, sauf miracle, il n'y a pas de pétrole, il n'y a plus de pétrole et on ne sait pas par quoi le remplacer, ça c'est cool. Quand on construit des centrales nucléaires au bord de la mer en se disant qu'il n'y aura jamais des raz-de-marée de 40 mètres, le jour où il y a un raz-de-marée de 40 mètres, eh ben on est mal. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense qu'on n'empêchera pas la catastrophe. Mais je pense qu'il faut s'y préparer et que ça peut être très intéressant de survivre à travers une catastrophe. Et encore plus intéressant surtout.